Les échos de la Seconde Guerre mondiale résonnaient encore lorsque, en 1952, une création automobile aussi improbable qu'audacieuse émergea de l'ombre de l'Espagne franquiste. La Pegaso Z102 Cupola n'est pas née dans une usine renommée, ni dans un pays industriellement respecté dans le secteur automobile. Elle est issue de l'ENASA, Empresa Nacional de Autocamiones S.A., une entreprise publique dédiée à la fabrication de véhicules lourds. Ce qui est sorti de ses portes, cependant, était une voiture de grand tourisme aux lignes spatiales, au comportement agressif et à l'âme politiquement chargée. Le mentor du projet était Wilfredo Ricard, ancien ingénieur en chef chez Alfa Romeo, un homme qui avait conçu des moteurs pour Enzo Ferrari et qui menait désormais, avec une ambition implacable, une tentative pour placer l'Espagne parmi les grandes puissances automobiles. Ricard ne voulait pas seulement une voiture rapide, il voulait un manifeste. Et la Cupola était exactement cela. Une sculpture sur roue, enveloppée de verre incurvé, prête à être jugée par un monde qui ne savait pas encore quoi penser de la nouvelle Espagne. Son nom vient de l'énorme bulle de verre qui recouvrait l'habitacle arrière. Cupola, coupole, un mot qui décrit non seulement sa silhouette, mais aussi son caractère étrange. La carrosserie, produite par l'italien Carrozzeria Touring, était montée sur un châssis Z102B de construction robuste mais légère. La structure, fabriquée avec une précision chirurgicale, a été conçue pour supporter la puissance brute cachée sous le capot, un moteur V8 de 2,8 litres, capable de développer 170 chevaux à 6300 tours par minute. Pour les normes des années 50, c'était une performance respectable. La Cupola atteignait une vitesse maximale d'environ 225 km/h, soit plus que de nombreux modèles Ferrari, Aston Martin et Jaguar de la même décennie. Mais son impact ne se mesurait pas seulement en chiffres. Visuellement, la voiture ressemblait à une capsule de science-fiction. La courbure exagérée de la bulle arrière, le profil bas et l'avant allongé la rendaient aussi dérangeante que fascinante. Elle a fait ses débuts au Salon de l'Automobile de Paris en 1952, où elle a suscité étonnement et confusion. L'année suivante, elle a été présentée au World Motorsport Show de New York. C'est là qu'elle a attiré l'attention de Rafael Trujillo, le dictateur de la République dominicaine, qui l'a achetée et l'a surnommé El Dominicano. La possession de ce véhicule est devenue un élément de son spectacle de puissance personnelle. Après l'assassinat de Trujillo en 1961, la Cupola entre dans un cycle de disparition et de mutilation. Elle fut même transformée en Spider, perdant ainsi sa caractéristique la plus marquante, sa coupole. Pendant des décennies, elle survécut comme un artefact oublié, jusqu'à ce qu'elle soit restaurée dans sa forme originale, avec une minutie presque archéologique. Aujourd'hui, il se trouve au musée Louvman, aux Pays-Bas, silencieux, imminent. Une voiture qui n'était pas faite pour durer, mais qui refuse de disparaître. La Pegaso Z102 Cupola est le type de création qui défie son époque, son pays d'origine et même la logique. Une capsule de verre perdue entre délire politique et rêve technique. Si vous pensez que certaines voitures n'existent pas seulement pour rouler, mais aussi pour raconter des histoires, appréciez cette vidéo, abonnez-vous à notre chaîne et envisagez de soutenir notre travail, car certaines machines n'ont pas été conçues pour être comprises. Elles ont été conçues pour être mémorisées. En 1977, alors que l'industrie automobile européenne devenait plus pragmatique face à la crise énergétique, un petit constructeur britannique a décidé d'ignorer
toutes les tendances. Panther West Winds, jusqu'alors spécialisé dans les voitures de luxe au look classique, a présenté quelque chose qui semblait être une provocation esthétique et technique. La Panther 10, un véhicule à 6 roues, plus de 8 litres de cylindrée, 2 turbocompresseurs et un intérieur qui rivalisait avec celui d'un yacht de luxe. La Panther 6 n'a pas été construite pour le marché, elle a été conçue pour susciter l'émerveillement. Directement inspirée de la Tyrrell P34, la voiture de Formule 1 à 4 roues avant, la Panther 6 adoptait la même configuration. Les 4 roues, avant de plus petit diamètre, offraient une meilleure adhérence et un meilleur freinage, tandis que les roues arrière, plus larges, canalisaient la brutalité du moteur. La carrosserie était fabriquée à la main en aluminium, reposant sur un châssis tubulaire en acier. Avec plus de 4,80 m de long, 2 mètres de large et seulement 1,20 m de haut, la Panther 6 ressemblait à un croisement entre un chasseur et une limousine. Au cœur de la machine se trouvait un moteur Cadillac V8 de 8,2 litres, équipé de 2 turbocompresseurs. Sa puissance estimée était d'environ 600 chevaux, un chiffre absurde pour l'époque, surtout pour une voiture de luxe. La transmission automatique à 3 vitesses transmettait la puissance à l'essieu arrière, promettant une vitesse maximale supérieure à 320 km/h. Aucun test officiel n'a confirmé ce chiffre, mais le mythe était déjà créé. L'intérieur de la Panther 6 était une capsule d'excès. Climatisation numérique, sièges électriques en cuir, téléphone intégré aux accoudoirs, tableau de bord avec télévision et commandes électroniques qui anticipaient des tendances qui ne seraient visibles que des décennies plus tard. La voiture offrait à la fois un toit rigide, amovible, et un toit décapotable. C'était un environnement conçu pour les aristocrates futuristes ou pour les millionnaires excentriques au goût douteux. Seules 2 unités ont été construites. Le premier exemplaire, avec volant à droite et siège avant en forme de fauteuil de course, a été dévoilé au London Motor Show. Il avait le levier de vitesse sur la colonne de direction et a été vendu à un collectionneur du Moyen-Orient. Le deuxième exemplaire, avec le volant à gauche et 2 sièges individuels, n'a été achevé qu'en 1985, après de successives difficultés financières de la marque. Il a été vendu pour 150 000 livres sterling, une somme exorbitante pour l'époque. La Panther 6 n'est jamais entrée en production. Elle ait été excessive, impraticable et profondément étrange. Mais son existence remet en question l'idée que l'ingénierie doit toujours être logique. Parfois, le génie se cache dans l'absurde. Et même si la Panther 6 a été un échec commercial, sa présence survit comme un fantôme chromé, nous rappelant que l'audace a aussi sa place sur la route. Si vous voyez également la beauté dans la folie de l'ingénierie, appréciez cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne et envisagez de soutenir notre travail. Car certaines voitures ne sont pas faites pour appartenir au présent. Elles existent pour hanter l'avenir. Au début des années 1970, alors que l'industrie automobile britannique luttait pour conserver sa place sur le marché mondial, un petit constructeur appelé Marcos Engineering a décidé de miser gros. Connu pour ses voitures de sport compactes et légères, destinées à un public passionné, le constructeur a décidé de bouleverser sa propre formule. C'est ainsi qu'est née la Mantis M70, un coupé 4 places aux lignes futuristes, équipé d'un moteur Triumph et doté d'ambitions incompatibles avec la fragilité de sa structure entrepreneuriale. Le développement a été accéléré.
Le projet a démarré en juillet 1969 et seulement 14 mois plus tard, le premier exemplaire était prêt. L'urgence reflétait la nécessité de présenter quelque chose de nouveau dans un marché en pleine mutation. Le résultat fut un véhicule aux proportions inhabituelles. Avec une longueur de 4,72 mètres, une hauteur de seulement 1,17 mètres et une carrosserie extrêmement basse, la Mantis M70 ressemblait davantage à un prototype de salon qu'à une voiture de série. La structure était composée d'un châssis tubulaire de section carrée, sur lequel reposait une carrosserie en fibre de verre, un matériau léger, résistant et moins cher que l'acier. Le moteur, provenant de la Triumph TR6, était un 6 cylindres en ligne de 2,5 litres installé longitudinalement à l'avant, développant environ 150 chevaux. La transmission était assurée par une boîte manuelle à 4 vitesses et la puissance était transmise aux roues arrière. Grâce au poids réduit de la carrosserie, qui avoisinait les 115 kg, les performances étaient respectables pour l'époque. La suspension avant utilisait des triangles superposés et des ressorts hélicoïdaux, tandis que la suspension arrière était composée d'un essieu rigide avec bras oscillants et ressorts également hélicoïdaux. Un ensemble mixte qui reflétait les contraintes budgétaires du projet. Côté frein, des disques assistés à l'avant et des tambours à l'arrière complétaient le système. Malgré cela, la Mantis M70 n'était pas une voiture purement technique. C'était aussi un exercice de design audacieux, avec des phares escamotables, des lignes angulaires et une présence imposante. À l'intérieur, la surprise continuait. Contrairement à la plupart des coupés sportifs britanniques de l'époque, la Mantis offrait 4 places réelles et un coffre d'une capacité de 283 litres. C'était une voiture qui tentait d'allier performance et confort, look radical et utilité pratique. Mais cette combinaison, aussi ambitieuse fut-elle, n'a pas survécu à la confrontation avec la réalité du marché. Avec un prix de 2550 livres sterling, la Mantis M70 était en concurrence directe avec la Jaguar E-Type, un duel que la petite Marcos ne pouvait pas gagner. La marque était confrontée à des difficultés financières, à une infrastructure limitée et à des problèmes de réglementation américaine qui rendaient impossible l'exportation vers son principal marché. En 1972, Marcos Engineering a été mise en liquidation. Seuls 32 exemplaires de la Mantis M70 ont été produits. Aujourd'hui, c'est une rareté presque mythologique. Une tentative courageuse de réinventer la marque, d'affronter des géants avec de la fibre de verre et de l'ambition. Une voiture qui a échoué, mais qui a échoué avec style. Si vous appréciez également les projets audacieux qui ont défié le temps, veuillez apprécier la vidéo, vous abonner à la chaîne et envisager de soutenir notre travail, car il existe des voitures qui n'ont pas été conçues pour gagner, mais pour résister. Au Salon de Turin de 1967, entouré de coupés aux lignes courbes et de berlines aristocratiques, se trouvait un objet immobile qui semblait venir d'un autre monde. Long, étroit, avec 2 coques latérales reliées par un habitacle central. Il s'appelait O.C. Silver Fox, une création qui ressemblait davantage à un prototype spatial qu'à une voiture traditionnelle. Il n'était ni beau, ni puissant, mais il était inquiétant, car il donnait silencieusement l'impression que quelque chose de dangereux pouvait se cacher sous sa carrosserie métallique. OSI, Officine Stampaggi Industriali, était une entreprise italienne
fondée en 1960, spécialisée dans la construction de carrosseries expérimentales. Dans ses derniers soubresauts financiers, elle tenta un projet définitif, un prototype de compétition conçu pour la catégorie B6, dont l'objectif principal était de démontrer comment l'aérodynamique pouvait remplacer la force brute. La Silver Fox est née de cette philosophie, une voiture qui se rapprochait davantage de l'ingénierie aéronautique que de la logique automobile. Sa structure était basée sur le concept bisilure, deux corps indépendants, montés parallèlement, reliés par un cockpit central. Sur le côté gauche se trouvait le moteur, un 4 cylindres Renault Alpine de 1000 cm3, monté en position inclinée, juste derrière le siège du conducteur. Sur le côté droit se trouvait le réservoir de carburant et le système de transmission. La répartition du poids était calculée avec une précision obsessionnelle. Le véhicule pesait environ 600 kg et toutes ses performances étaient basées sur la réduction de la traînée et le contrôle aérodynamique. La Silver Fox n'impressionnait pas par ses performances brutes. Ses quelques 80 chevaux vapeur ne la plaçaient dans aucune liste de voitures rapides. Mais le génie résidait dans ce qui l'entourait. La voiture avait 3 ailes distinctes, une à l'avant, réglable au sol, une au centre, mobile en temps réel, contrôlée manuellement, et une à l'arrière, fixe, avec des freins aérodynamiques intégrés. Tout cela en 1967. À une époque où de nombreuses voitures ignoraient encore le concept de force d'appui, la Silver Fox tentait déjà de dompter l'air comme un élément de conduite. Malheureusement, elle n'a jamais vu la piste. OSI a fait faillite peu après sa présentation. Sans essai officiel, sans pilote, sans sponsoring. La voiture a disparu des projecteurs pendant des décennies, jusqu'à ce qu'elle soit récupérée par des collectionneurs et des passionnés. En 1997, elle a refait surface au Rétromobile de Paris. En 2013, elle a été exposée à Goodwood. Aujourd'hui, elle repose dans la collection de Paul-Émile Bessade, un pilote qui a compris la valeur symbolique de cet objet. L'Osi Silver Fox est un souvenir de ce qui aurait pu être. Un exercice de liberté technique étouffé par la réalité économique. Une voiture qui n'a jamais accéléré, mais qui continue d'inspirer. Si vous pensez également que certaines voitures n'ont pas été conçues pour gagner des courses, mais pour remettre en question les idées reçues, appréciez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et envisagez de soutenir notre travail. Car certains échecs font l'histoire. En 2008, alors que le monde s'effondrait sous le poids d'une nouvelle crise économique mondiale, une entreprise suisse a décidé d'ignorer complètement le climat de sobriété. Alors que la plupart des constructeurs automobiles cherchaient à réduire leurs coûts et à développer des modèles plus efficaces, Rinspeed présentait quelque chose qui semblait être une provocation contre le bon sens. Une voiture submersible. Pas un concept flottant, pas un bateau déguisé, mais une voiture décapotable, entièrement électrique, qui pouvait plonger. Littéralement. Elle s'appelait Scuba, avec un Q comme une signature d'excentricité. Son créateur, Frank M. Rinderknecht, ne cachait pas son inspiration. La scène emblématique de James Bond dans L'espion qui m'aimait, où une Lotus Esprit se transforme en sous-marin. Mais là où le cinéma se limitait à l'illusion, Rinspeed offrait un fonctionnement réel. La Scuba était capable de plonger jusqu'à 10 mètres de profondeur et de continuer à se déplacer sous l'eau, grâce à une propulsion électrique et une cabine ouverte. Oui, complètement ouverte, sans vitres, sans toit, sans protection contre l'eau.
car selon M. Rinderknecht, la sécurité dans un milieu submergé ne pouvait être garantie que si les occupants pouvaient sortir facilement. Une voiture hermétique serait un piège. Une voiture ouverte était, paradoxalement, la solution la plus logique. La structure de la Scuba était basée sur une Lotus Elise modifiée, avec un châssis en acier inoxydable et une carrosserie en fibre de carbone. Son poids total avoisinait les 1300 kg. Sur Terre, elle était équipée d'un moteur électrique à traction arrière, capable de développer environ 120 chevaux. Sa vitesse maximale sur route était de 100 km/h. Dans l'eau, tout changeait. Des moteurs électriques frontaux, avec hélices et jets verticaux, prenaient le relais. À la surface, le Scuba naviguait à une vitesse d'environ 5 km/h. En immersion, la vitesse n'était que de 3 km/h, un mouvement presque méditatif, comme si le véhicule lui-même exigeait le respect des profondeurs. À l'intérieur, tout était étanche. Sièges en polymère technique, électronique étanche, commandes étanches et système de ballastage qui ajustaient automatiquement la flottabilité. Les occupants portaient des masques à oxygène reliés à des bouteilles intégrées. La Scuba n'a jamais été conçue pour la production en série. Le coût estimé de l'unité unique dépassait les 800 000 €. Il n'y avait pas de plan d'affaires. Il n'y avait pas de stratégie commerciale. Il n'y avait qu'une idée, créer la première voiture sous-marine fonctionnelle au monde. Une folie technique, une provocation philosophique. Aujourd'hui, la Scuba reste un artefact solitaire. Elle apparaît occasionnellement dans des expositions et des salons technologiques, mais sa mission est déjà accomplie. Prouver que l'impossible peut être conduit, que l'absurde peut prendre forme, et que l'ingénierie doit parfois cesser de répondre à des questions et commencer à créer des mythes. Si vous pensez également que certaines voitures sont des messages, plus que des moyens de transport, alors appréciez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et envisagez de soutenir notre travail. Car certaines idées ne se mesurent pas en termes de vente. Elles se mesurent à leur audace. 5 voitures, 5 actes de rébellion matérialisés sur roues. Chacune d'entre elles a défié les limites de l'ingénierie, le bon sens en matière de design et la prévisibilité du marché. Ce n'étaient pas de simples véhicules, mais des idées devenues tangibles. Et comme toute idée radicale, elles ont payé le prix de l'isolement, de l'échec commercial, de l'incompréhension. Mais elles ont survécu, car certaines créations n'appartiennent pas au présent. Elles appartiennent à l'éternité de l'insolite. La Pegaso Z102 Cupola, un rêve de verre né du cœur d'une dictature qui a osé viser les géants européens. La Panther 6, un monstre à 6 roues et à lame excessive, qui a défié toute logique. La Marcos Mantis M 70, avec sa silhouette effilée et ses 4 places, essayant d'être fonctionnelle et agressive dans un monde qui n'acceptait pas les ambiguïtés. L'OSI Silver Fox, un prototype qui n'a jamais roulé, mais dont l'aérodynamique aurait pu réécrire les lois de l'asphalte. Et enfin, la Rinspeed Scuba, qui, en plein XXIe siècle, a décidé de plonger, non par nécessité, mais par défi. Car pour elle, la surface n'était qu'un détail. Ces voitures n'ont pas échoué parce qu'elles étaient mauvaises. Elles ont été marginalisées parce qu'elles étaient trop audacieuses. Elles ne correspondaient ni aux fiches techniques, ni aux stratégies commerciales. Elles étaient excessives, difformes, gênantes. Et c'est précisément pour cela qu'elles méritent d'être rappelées. Dans un monde où les voitures sont devenues des appareils électroménagers sur roues,
où les silhouettes se répètent, les intérieurs se copient et les émotions s'estompent. Ces machines apparaissent comme des éclairs dans l'obscurité. Chacune représente un moment où quelqu'un a décidé de tout risquer pour une vision. Une vision qui ne se résume pas à des chiffres d'accélération ou de consommation, mais à la volonté de créer quelque chose qui n'existait pas. Car le véritable but d'une voiture, en fin de compte, n'est pas seulement de transporter, c'est de transformer. Une voiture peut être une capsule d'idées, une sculpture en mouvement, une métaphore sur le temps. Ces 5 modèles n'ont pas changé le monde, mais ils ont changé notre façon de le voir. Et cela, en soi, est déjà suffisant. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous pensez peut-être aussi que les voitures ont une âme, que chaque moteur a un battement, que chaque ligne étrange cache une histoire à raconter. Si c'est le cas, appréciez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et pensez à soutenir notre travail. Car dans cet espace, ce n'est pas la vitesse qui compte, c'est le vertige d'imaginer l'impossible et de le mettre sur roue.